perdu aussi, moi. Alors, donc je vais vous parler, je vais faire une vraie introduction sur le métabolisme des xénobiotiques pour que vous compreniez comment ceux-ci sont métabolisés, mais surtout comment ceux-ci sont détectés. Ça me permettra de faire des liens avec la fin de la présentation. Je vous parlerai pas seulement de cancer, je vous parlerai aussi de maladies métaboliques, parce qu'il y a un versant d'expertise qui porte là-dessus, et parce qu'il y a de plus en plus de liens entre dérégulation métabolique et cancer. J'essaierai d'être à la fois synthétique et bref, parce qu'il y a beaucoup de données. Et puis je vous parlerai à la fin évidemment de ces mécanismes cancéreux que Luc a très bien introduits. Alors, comment ça marche? Alors en préambule, déjà on va définir ce que c'est que l'environnement. Parce qu'on peut donner de multiples définitions à l'environnement. L'environnement, ce sont par exemple différents agents susceptibles d'exercer une toxicité sur les organismes. Et donc vous allez pouvoir comparer les agents physiques, par exemple les ultraviolets, qu'on associe très facilement au cancer de la peau, aux agents biologiques, comme les virus ou les bactéries, qui conduisent potentiellement, pour certains, à des cancers, mais évidemment un très grand nombre d'infections que vous connaissez mieux que moi. Et puis les agents chimiques, dont on va parler donc principalement ici. Les polluants environnementaux qui sont représentés sous la forme d'agents chimiques, il y en a de très très grandes, il y a une très nombreuses catégories, parmi lesquelles les hydrocarbures aromatiques polycycliques, des hydrocarbures halogénés aromatiques aussi, les dioxines par exemple, des amines aromatiques, des pesticides, des métaux lourds, de l'amiante. Il y a aussi de plus en plus de polluants émergents, comme les nanomatériaux, qui ont des applications certes en médecine, mais qui sont aussi considérés sous un nom toxicologique. Et donc vous le voyez au travers de cette première présentation, que l'environnement se définit de plusieurs manières, et quand on considère la chimie, eh bien, on a des catégories très très importantes. Alors, moi j'ai choisi de les présenter sous deux formats, deux grandes catégories, les polluants organiques non persistants et persistants, parce que je travaille depuis très très longtemps sur les persistants, dont certains organochlorés. Mais parlons dans un premier temps de la première catégorie, les non persistants. En fait, ces non persistants représentent la très grande majorité, et vous avez très probablement entendu parler des bisphénols et par exemple des phtalates. Ce sont des polluants organiques non persistants, qu'on qualifie parfois de semi-persistants parce qu'ils sont toujours présents dans nos urines, mais simplement parce qu'on en absorbe en permanence. D'accord ? Donc c'est pas tout à fait pareil que la persistance, dont on va redéfinir les caractéristiques dans un instant. Parmi les persistants, caractérisés par une accumulation longue dans les organismes ou dans l'environnement, eh bien vous avez par exemple des molécules de nature anthropique, comme les PCB, certains pesticides, certains polybromés, des dioxines, avec par exemple cette fameuse dioxine de Seveso qui a une demi-vie chez l'homme de 7 ans. Et puis on peut considérer pour certains les organochlorés, et Luc a très bien rappelé pourquoi on pouvait considérer le chlordécone comme un persistant avec une demi-vie chez l'homme de 6 mois, du fait de sa nature, on va dire, chimique et de son métabolisme particulier. Alors, quelles propriétés différencient les POP et les non-POP? C'est pas seulement la lipophilie, puisque vous avez effectivement pour le bisphénol ou les phtalates des propriétés lipophiliques très importantes. C'est aussi leur résistance vis-à-vis du métabolisme des xénobiotiques. Même si le chlordécone est métabolisé par une enzyme, on voit qu'il est globalement relativement résistant et il n'est pas vraiment dégradé. Il n'est pas, par exemple, éliminé par l'organisme facilement. Alors, première définition, lorsqu'on considère ces polluants organiques persistants, et donc leur résistance vis-à-vis du métabolisme des xénobiotiques, toujours dans les définitions, c'est toujours un peu... on doit introduire toutes ces notions. Ce sont des petites molécules organiques d'origine étrangère à l'organisme étudié et susceptibles d'exercer des effets toxiques. Susceptibles parce qu'évidemment, ça va dépendre de la dose d'exposition, de la durée d'exposition, de la période d'exposition. Ces trois notions sont essentielles en toxicologie prédictive. Alors ce métabolisme, comment est-ce qu'il fonctionne? Vous avez une cellule représentée de manière très très globale, très schématique ici, un xénobiotique à gauche. Celui-ci pénètre dans la cellule du fait de ses propriétés lipophiles. Il est transformé par une première phase, qui est la phase numéro 1, en un composé, et en général c'est une hydroxylation qui est conduite par des cytochromes P450. On a parlé de cytochromes juste avant, avec par exemple le 3 à 4. Et puis ensuite, cette hydroxylation est mise à profit par la cellule pour réaliser des opérations, ou plutôt des réactions de glucuronidation. C'est ce qu'on appelle la phase 2 de conjugaison, réalisée par des transférases au nom varié, la glutathion S-transférase. Et cette conjugaison confère du coup aux métabolites, puisqu'on parle maintenant de métabolites, des propriétés de solubilité plus importantes dans les fluides, comme par exemple les urines, les fesses ou la sueur. Donc ils sont plus facilement éliminables à condition d'être expulsés hors de la cellule
par l'intermédiaire de transporteurs de phase 3. Vous avez la phase 1, puis la phase 2, puis la phase 3. Toutes les phases sont enzymatiques parce que la phase 3 est une phase très active que vous connaissez probablement très bien si vous faites de la cancérologie, parce que cette phase 3 est responsable de la résistance vis-à-vis des agents chimiothérapeutiques. D'accord ? Les médicaments, ça me permet de passer aussi ce message, sont considérés comme étant des xénobiotiques. D'accord ? Ce sont des molécules étrangères à l'organisme. Alors cette phase 3 est assurée par des transporteurs au nom variés, mais par exemple MDR, ça signifie Multidrug Resistance, et ça signifie bien qu'on a ici une protéine qui est impliquée dans la résistance chimiothérapeutique. À l'issue de cette expulsion, de cet efflux, pour être plus précis, eh bien, le métabolite conjugué va pouvoir passer évidemment dans l'urine et être éliminé dans l'urine. Vous retrouverez ainsi du bisphénol conjugué dans votre urine plus que du bisphénol. Il y a également une phase 4, que je ne vais pas évoquer ici, qui permet l'expulsion du xénabiotique non métabolisé. Alors, les trois phases, comme vous l'avez vu, sont catalysées par des enzymes. Et pour certaines, la troisième, un transporteur, ou plutôt des transporteurs. L'expression de ces protéines, elle est pour certaines cellules constitutives, c'est-à-dire que les enzymes sont toujours présentes, mais dans un très grand nombre de cas, et ça c'est l'élégance du système, eh bien, leur expression est régulée. Ça signifie que l'organisme s'adapte à un stress d'exposition aux xénobiotiques. Vous êtes exposé à une condition hypoxique, votre organisme s'adapte en produisant plus de globules rouges. D'accord ? C'est quelque chose de très classiquement observé. Quand vous êtes exposé à des xénobiotiques, vous allez fumer une cigarette, eh bien, votre organisme va s'adapter à cette exposition à la fumée de cigarette et produire des enzymes qui vont favoriser l'élimination des composés. Donc c'est un très beau mécanisme qui nécessite ici donc, de définir ce qu'est un stress, et donc, je ne vais pas rentrer dans le détail ici, et surtout cette notion d'adaptation à un stress. Et pour qu'il y ait adaptation, il faut qu'il y ait détection. Et pour qu'il y ait détection, il faut qu'il y ait un récepteur. Alors en l'occurrence, la molécule hydrophobe, on peut prendre l'exemple du bisphénol comme de pesticides organochlorés, mais prenons l'exemple globalement d'une molécule hydrophobe, d'un xénobiotique, eh bien, est détectée par le récepteur, et le récepteur va aller réguler l'expression des enzymes et des transporteurs, va augmenter l'expression protéique des enzymes et des transporteurs, et la beauté de la chose, du mécanisme, c'est que la molécule hydrophobe, évidemment il y en a des milliers qui exposent la cellule, eh bien, se trouve transformée en un métabolite plus hydrophile, plus facilement éliminable par l'organisme. Donc c'est un très beau mécanisme dont le contrôle est majoritairement transcriptionnel. Ça signifie que des facteurs de transcription vont être impliqués dans la détection des xénobiotiques, et en fait, ce que j'appelais tout à l'heure le récepteur, eh bien, c'est aussi un facteur de transcription. Donc, le récepteur détecte la molécule, il va être activé par celle-ci, et il va aller réguler l'expression protéique de la phase 1, de la phase 2 et de la phase 3. Alors, il y a de nombreux facteurs transcriptionnels impliqués. D'habitude, je présente AHR parce que c'est mon dada, je travaille dessus depuis des années. C'est un récepteur des dioxines, mais là, on n'est pas en train de parler de dioxines. Donc, je suis obligé de revenir à des choses plus en cohérence avec la problématique ici. Et vous parlez de ces récepteurs nucléaires CAR et PXR. Ce sont des récepteurs, par exemple PXR, qui sont capables de détecter 60% des médicaments que vous allez trouver dans une pharmacie. Du fait d'une poche, si on fait la cristallographie du récepteur, de 1000 angstroms cubes, qui est extrêmement grosse et capable de s'adapter à un très grand nombre de molécules. Et bien ces récepteurs CAR et PXR, notamment PXR, sont capables de détecter des organochlorés, et ils fonctionnent de la façon suivante. Vous avez représenté à droite, ici sur la figure, une membrane plasmique. L'extérieur de la cellule en haut, l'intérieur de la cellule en bas, et ici, le noyau. Vous avez représenté, bien sûr, ici, vous l'avez tous reconnu, l'ADN, d'accord, et plus particulièrement un gène, par exemple un gène exprimant le cytochrome P450 3A4. Donc un exemple d'enzyme de phase 1. Eh bien, ce gène peut être régulé par le PXR. De quelle manière? Des ligands de nature variée, ça peut être des médicaments, la rifampicine, des xénobiotiques, comme certains organochlorés, viennent se lier au PXR, qui est transloqué dans le noyau. Donc il y a un passage du cytoplasme au noyau de ce récepteur, qui s'associe à un partenaire qui s'appelle RXR, et ce dimère formé, PXR-RXR, vient se lier à des éléments de réponse sur le promoteur des gènes cibles, comme le cytochrome P453A4. Donc cette liaison, c'est une liaison dimère ADN, et elle ne se fait que dans des promoteurs cibles, parce qu'il y a une séquence d'ADN bien spécifique
qui est reconnu par ce PXR RXR. Donc s'il n'y a pas la séquence en question dans un promoteur, le dimère ne s'y fixe pas. C'est très spécifique. La fixation du dimère n'est pas suffisante pour activer le gène en général. Vous allez recruter ce qu'on appelle d'autres protéines qui sont des coactivateurs, notamment CBP, P300, puis l'ARN polymérase 2, qui, pour ceux qui connaissent bien la biologie moléculaire, est une enzyme qui permet la transcription des gènes de type 2, c'est-à-dire la majorité des ARN messagers cellulaires. Et donc conduire à l'expression, par exemple ici, de cytochrome P450. Donc cette voie de transduction, elle permet d'illustrer ce que je présentais préalablement, récepteur, induction des enzymes, métabolisme, adaptation de l'organisme à un stress d'exposition aux xénobiotiques. Alors revenons à cette diapo et revenons donc à cette introduction que je faisais tout à l'heure sur les polluants environnementaux. Et encore une fois, je souhaite positionner ici les organochlorés dans cette catégorie de polluants organiques persistants dont les caractéristiques communes sont la lipophilie et la résistance vis-à-vis du métabolisme des xénobiotiques. Alors, quelle pathologie? On va aborder deux grands types de pathologies, tout simplement parce qu'on est très en phase avec l'expertise actuelle sur le métabolisme et les cancers. Première chose, premier point important, les cancers, on sait que leur apparition, mais aussi leur potentiel agressif, est très lié à une dérégulation métabolique. Et donc, présenter des notions de métabolisme ici, de dérégulation métabolique, sont complètement cohérentes avec le fait d'aborder les cancers. Donc parlons de ces dérégulations métaboliques. Premièrement, la réalité environnementale, on l'a vu, c'est de trouver probablement, potentiellement, plusieurs pesticides sur des zones de traitement agricole. On sait par exemple que les pommes peuvent être traitées jusqu'à 25 fois. Je ne suis pas le mieux placé pour en parler, mais la réalité environnementale, quand vous fumez une cigarette, quand vous allez manger une pomme exposée à des pesticides, eh bien, c'est d'être exposé à un très grand nombre de xénobiotiques. Donc on parle de mélange, et il y a ce terme plus médiatique de cocktail qui est fréquemment usité. La toxicité des mélanges, elle est bien évidemment encore très mal caractérisée. Je vais vous montrer ici deux exemples, et je vais vous faire travailler un tout petit peu, 30 secondes, j'espère qu'on a un peu le temps, sur un exemple d'exposition à des organochlorés, et c'est une étude épidémiologique, expérimentale, et expologique que je vais vous présenter, et je vous présenterai aussi l'étude expérimentale un peu après. Alors, la première chose à indiquer, c'est qu'il y a des études épidémiologiques récentes qui ont été conduites sur des populations qui montrent qu'il y a une association positive entre l'incidence du diabète de type 2, clairement une pathologie métabolique, et l'exposition à un mélange d'organochlorés et PCB. Voilà la liste des pays en question. Il y a 17 études au total. Et le type d'exposition étudié ici, c'est des expositions sur le long terme à des doses qui sont relativement faibles. Il y a un point intéressant, c'est que la seule étude qui ne montrait pas d'association, c'était une étude chez des Inuits exposés à haute dose. Donc c'est intéressant de mettre ça en parallèle. Ça ne veut pas dire que voilà, la haute dose ne fait rien et que la basse dose fait des choses, mais c'était amusant de constater ça. Alors c'est là où je vous fais travailler. Je vous présente un exemple parmi toutes ces études. Population américaine, entre 1999 et 2002 pour cette étude, qui étudie un mélange comportant des organochlorés, 2 dioxines, 1 PCB, 3 métabolites d'organochlorés, pour lequel on trouve une forte association de diabète de type 2. Et regardez, si vous prenez en compte l'obésité, vous avez une représentation de ce type. Alors pour bien comprendre le schéma, vous avez l'indice de masse corporelle ici, donc on voit très bien une personne qui a un indice de masse corporelle, on va dire normal, même si je n'ai pas trop ce terme, en surpoids ou obèse. Ici vous avez l'incidence du diabète, donc je pense que tout ça est facile à bien comprendre. Et là ici, vous avez par quintile le niveau d'exposition des populations. La population la moins exposée, c'est le Q1. La population la plus exposée, c'est le Q5. D'accord? Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas si c'est classique de faire intervenir l'auditoire, mais j'aime bien faire ça avec mes étudiants. Je leur fais plein de blagues comme ça. Et ça stimule l'interactivité. Et voilà. Là, je vois que vous êtes tous très attentifs, donc c'est bien. Parfois, certains d'entre eux s'endorment, donc là, je vois que vous, ce n'est pas le cas. Alors, bon, il y a déjà une tendance qui est relativement évidente, c'est qu'on voit qu'il y a plus de diabète de type 2, plus on va être obèse, et plus on va être exposé. Hein, c'est quelque chose d'assez simple. Il y a quelque chose quand même qui, moi, je trouve ça assez incroyable. Si vous regardez le Q1. Le Q1, même si vous êtes obèse ici,
La prévalence du diabète, c'est pas l'incidence, c'est la prévalence, elle est nulle, quasiment. C'est incroyable. C'est absolument fou. Alors c'est une étude, hein, évidemment, mais ça signifie clairement enfin, voilà, ce que moi je retenais, c'est qu'il n'y a aucune association entre obésité et diabète de type 2 pour des personnes qui sont faiblement exposées à ce mélange. Alors je ne dis pas que c'est que les organochlorés, hein. Là je vous ai parlé d'un mélange, il y a des dioxines, hein, c'est mon dada, la dioxine est très associée à des pathologies métaboliques, mais quand même, là c'est un résultat qui est quand même assez intéressant. Un petit exemple d'étude expérimentale. Placer des topos de toxicologie avant le déjeuner, c'est jamais très bon parce qu'on fait peur à tout le monde. Donc là, l'étude expérimentale a été publiée dans EHP en 2010, un très très bon journal de sciences environnementales dans lequel Luc a beaucoup publié. Et d'ailleurs, je crois qu'on a fait. C'est dans EHP, la public commune. Oui, voilà. Et donc ici, ils vont utiliser à la fois des rats et des cellules en culture. Alors les cellules en culture sont des cellules de souris, que je pense Jean-Louis connaît bien, leucocytes 3T3L1 différenciés, dans lesquels ils font un test de résistance à l'insuline. Donc c'est assez simple, hein. Vous ajoutez de l'insuline et vous regardez si le glucose rentre dans les cellules. C'est ce qu'on regarde ici, le glucose uptake et évidemment le niveau d'insuline. Donc on voit que, grosso modo, dans la condition contrôle que je présente en premier, véhicule ici, eh bien, ce niveau augmente avec la dose d'insuline. Plus on met d'insuline, plus l'insuline rentre dans la cellule. C'est le rôle de l'insuline, l'hormone de stockage par essence. Alors dans l'expérience, ils n'ont pas fait que ce test-là, qui est très bien connu, ils ont exposé des adipocytes différenciés à des polluants, à un mélange de polluants. On va voir lequel dans un instant. C'est bizarre parce que je pensais l'avoir indiqué. Oui, c'est l'huile de saumon contaminée, peu importe. Alors j'aurais dû faire ça à la fin. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que lorsque vous augmentez la dose de polluant, 1 nanomolaire, 10 nanomolaires, 100 nanomolaires, eh bien, cette entrée d'insuline fonctionne, cette entrée de glucose fonctionne beaucoup moins bien. Donc il y a une insulino-résistance, on pourrait dire, alors c'est juste cellulaire, qui s'observe par le biais de ce phénomène. Et alors, si vous regardez maintenant les mêmes polluants utilisés, parce qu'en fait, ces polluants, j'aurais dû le préciser avant, proviennent d'une huile de saumon qui a été contaminée avec des POP de manière complètement naturelle. Et les POP utilisés dans l'étude in vitro et in vivo sont vraiment aux concentrations, on va dire, environnementales. Eh bien, je vais tout de suite passer à la diapo suivante. On constate que lorsqu'on examine le foie, ici vous avez un foie qui est examiné, qui est voilà, aux différents grossissements histologiquement. Donc là, ce sont des rats qui sont exposés à une nourriture qui est normale. Là, vous avez des rats exposés à une nourriture high-fat diet, c'est-à-dire en français régime riche en gras. Là, vous avez des rats exposés à une nourriture high-fat diet du fait d'un ajout d'huile de saumon non contaminée. Et là, vous avez le résultat lié à l'exposition à l'huile de saumon contaminée. On voit très bien qu'il y a une stéatohépatite qui est absolument majeure dans le cas de la contamination et qui est beaucoup plus forte que celle observée avec le régime riche en gras, mais sans les polluants, dans les deux cas de figure ici. D'accord ? Donc ça, c'est l'exemple d'étude expérimentale qu'on peut mener, et parmi ces POP, il y avait des organochlorés. Donc il y a d'autres données sur les pathologies métaboliques, et j'en aurai fini avec ces pathologies dans un instant, je vais pouvoir aborder le cancer et les travaux de l'expertise. Il y a notamment une notion qui est très importante pour vous, je pense, à retenir, c'est qu'en 2006, il y a maintenant plus de 12 ans, une hypothèse a été formulée comme quoi certains POP avaient un effet sur l'obésité, donc on les a appelés obésogènes. C'est une hypothèse qui a été formulée par Bruce Bloomberg en Californie, et qui montre par exemple, pourquoi est-ce qu'il disait ça? Il y a tout simplement parce qu'il y avait des expériences in vitro et aussi in vivo, montrant que par exemple le DDT, l'andrine, le DDDE avaient des effets très variés. Il y avait une hétérogénéité, on revient à cette notion d'hétérogénéité présentée par Luc, sur la formation des adipocytes, avec par exemple un effet du DDT qui était adipogénique sur des niveaux d'exposition entre 1 et 50 micromolaires, l'andrine un effet anti-adipogénique et le DDE qui n'avait pas d'effet. Donc on voit bien qu'ici, la prise en compte du mécanisme d'action va être importante pour différencier des effets même à l'intérieur d'une catégorie. Et parler de perturbations métaboliques communes à tous les organochlorés, on le voit ici, n'a pas beaucoup de sens. Il faut vraiment considérer les molécules. On a vu tout à l'heure que Luc a très bien présenté que le DDT et le DDE n'avaient pas du tout les mêmes effets en termes de perturbations endocriniennes vis-à-vis du système œstrogénique.
Alors, que disent les études épidémiologiques? Eh bien, en fait, c'est très compliqué d'analyser parce qu'il faut aussi prendre en compte une chose, c'est que lorsque vous prenez du poids, bah, vous allez accumuler des polluants organiques persistants dans le tissu adipeux. Alors, est-ce que le tissu adipeux a un effet protecteur ou un effet, entre guillemets, délétère parce qu'il va les stocker puis après les relarguer? La question reste posée. On a publié une étude là-dessus pour cette année dans Environmental International sur le relargage des polluants par le tissu adipeux et leur effet sur l'organisme. On considère que c'est plutôt délétère. Et puis, lorsque vous perdez du poids, bah, vous allez libérer des POC dans le sang. C'est une étude qu'on avait conduite avec Karine Clément et l'époque avec Robert Barocchi. Pour ce qui est des organochlorés, il y a parfois des associations positives, pas d'association. Et l'ensemble de ces données me laisse à penser qu'effectivement, il faut considérer l'hétérogénéité des organochlorés avant de conclure à un effet général. Alors, parlons des cancers, on va se focaliser sur le cancer de la prostate pour être en lien avec donc, ce qu'a présenté Luc. J'espère que j'ai encore un peu de temps. Quelle heure il est? 12h30. J'ai encore un quart d'heure. Oui, ça marche. Je devrais arriver à finir. J'essaie de rattraper un peu le temps. Voilà, je m'auto-modère. Donc la prostate, qu'est-ce que c'est? Très rapidement, vous savez ça mieux que moi, c'est la glande de l'appareil urogénital masculin. Vous avez remarqué qu'il n'y avait pas voilà, le chlordécone n'avait aucune incidence sur l'apparition des cancers de la prostate chez la femme, comme l'a présenté Luc. D'accord? Et c'est tout à fait normal. Non, mais parce qu'il n'a pas précisé que la prostate c'était un organe masculin. Voilà, j'ai une chose de ça. Non, mais ça c'est plutôt une blague que je fais aux étudiants, parce que certains d'entre eux ne connaissent pas même pas la prostate, donc c'est un peu bizarre. La principale fonction, c'est de produire et stocker les composants du liquide séminal. Dans la prostate, il y a différentes zones, hein, et donc ça, c'est peut-être quelque chose qui sera intéressant à aller regarder lorsqu'on parle de l'accumulation de chlordécone dans la prostate, c'est de voir s'il y a une zone particulière qui l'accumule. C'est peut-être un autre projet de recherche. Cette prostate localisée ici est à la confluence des canaux déférents et de l'urètre. Pour ce qui est des cancers de la prostate, on voit cette hétérogénéité, il y a plusieurs zones. La majorité concerne cette zone qu'on appelle la zone PZ et des adénocarcinomes qui se caractérisent par une multiplication de cellules cancéreuses dérivées d'un épithélium glandulaire. Et quand on voit une prostate normale et une prostate cancéreuse, on comprend bien pourquoi il y a des difficultés potentielles à uriner, d'accord, puisqu'il y a un grossissement qui bloque l'urètre. Alors, si on considère maintenant les mécanismes moléculaires qui permettent de différencier, de caractériser un cancer de la prostate, il y a différentes étapes qui sont désormais bien connues. Je ne vais pas trop rentrer dans ce détail pour aborder plus les organochlorés. Et au cours de ces différentes étapes, différents mécanismes sont suspectés de provoquer l'apparition de cellules qui vont avoir une tendance à proliférer de manière plus importante, le stress oxydant, l'inflammation bien évidemment, des modifications également, je ne l'ai pas marqué ici, des modifications de certains facteurs épigénétiques. Alors, quels modèles expérimentaux sont étudiés pour étudier l'apparition des cancers de la prostate? Il était important pour l'expertise de définir déjà quels étaient les mécanismes conduisant au cancer de la prostate pour aller cibler potentiellement un lien avec des organochlorés une fois les cibles identifiées. Les modèles expérimentaux, on a par exemple des souris conditionnelles, knockout, qui vont par exemple ne plus exprimer le récepteur aux œstrogènes. On comprend pourquoi je parle de récepteur aux œstrogènes au vu du topo de Luc. In vitro, et ça c'est assez intéressant, il y a assez peu de modèles. Il y a quelques modèles classiques, LNCAP, DU145, ce sont des lignées cellulaires, mais il n'y a pas tant que ça de modèles de cancer de la prostate. Et il y a encore assez peu d'études réalisées sur des modèles innovants de co-culture ou de culture en 3 dimensions sur ce cancer. Donc la notion ici, que je rappelle en bas, d'organoïde et de modèle 3D, c'est vraiment une notion qui est en développement, à développer je pense, parce que les interactions entre par exemple cellules inflammatoires et prostate me semblent tout à fait importantes à considérer dans le cadre de l'apparition de cancer de la prostate. Alors, après les modèles expérimentaux, c'était très court. Quels mécanismes peuvent être envisagés? Alors, ils sont nombreux et ils sont typiquement associés aux mécanismes qui gouvernent le développement de l'organe. Vous savez qu'un cancer de la prostate, c'est une prolifération de cellules. Bah, autant s'intéresser à la manière dont une cellule prostatique normale prolifère, d'accord, au moment du développement de l'organe. Donc, on va regarder ces mécanismes-là. Et évidemment, dans cette catégorie, les androgènes jouent un rôle tout à fait important, mais pas que. On a tendance à considérer, au cours du développement de la prostate, que les androgènes vont jouer un rôle dans le développement de celle-ci et dans, on va dire, peut-être
des effets cancérogènes précoces, avec un récepteur aux androgènes qui fonctionne grosso modo comme fonctionnait le PXR tout à l'heure. Ça me permet de pas... Peut-être que je le rappelle après. Oui, je le rappelle ici. Je reviens en arrière. Donc ce récepteur aux androgènes, ou RA, a un effet pro-prolifératif. Comment ça marche? Vous avez un récepteur, donc vous oubliez le haut de la diapo, vous avez un récepteur, là vous avez une cellule, là vous avez un noyau, et le récepteur aux androgènes, comme le récepteur PXR, est cytoplasmique et complexé à des protéines de choc thermique qui vont lui permettre d'avoir une demi-vie dans la cellule qui est relativement longue et de bien préparer sa poche de liaison au ligand, car en effet, cette protéine va être capable de lier des androgènes. Et cette liaison provoque l'internalisation, la dimérisation du récepteur et, on va dire pas l'internalisation, l'entrée du récepteur dans le noyau de la cellule. Du fait de cette entrée, comme tout à l'heure pour PXR, vous allez avoir liaison à des récepteurs bien particuliers. Exemple, le récepteur du PSA, prostate spécifique antigène. Et cette liaison entraîne l'activation, ou plutôt l'augmentation d'expression, l'induction des ARN messagers du récepteur du PSA, et donc l'apparition d'une protéine. Alors c'est pour ça qu'on a tendance à utiliser le PSA comme un antigène spécifique du cancer de la prostate, c'est que son expression elle est stimulée par ce récepteur aux androgènes et elle est caractéristique d'une surprolifération de cellules androgéniques, donc potentiellement tumorales. Donc ce récepteur aux androgènes va jouer un rôle pro-prolifératif. Il va par exemple influencer l'expression de protéines du cycle cellulaire, comme les cyclines, d'accord ? Et on sait que ce récepteur aux androgènes peut revêtir différentes formes. Il y a des polymorphismes connus du récepteur, mais il y a surtout une lysoforme particulière, la lysoforme numéro 7, qui semble être une forme plus ou moins active dans le cancer de la prostate. Mais regardez en bas de la diapositive, et ça c'est important par rapport à ce que disait Luc, eh bien les œstrogènes, et même si on est chez l'homme, l'œstrogène ici n'est pas considéré comme une hormone masculine, évidemment, c'est considéré souvent comme une hormone féminine, mais je pense que ça n'est ni l'un ni l'autre. Les œstrogènes, eh bien, potentiellement sont suspectés de jouer un rôle tardif dans l'apparition de formes agressives du cancer de la prostate. Donc, ces œstrogènes fonctionnent grosso modo de la même manière que le récepteur aux androgènes, mais il y a un autre type de récepteur aux androgènes, et en fait, plusieurs types de récepteurs. Le récepteur ER-alpha, le premier identifié, est bien connu comme ayant des effets qui favorisent la prolifération des cellules, par exemple dans le cancer du sein, mais aussi dans le cancer de la prostate. Et de manière tout à fait intéressante, il y a un deuxième récepteur qui s'appelle ER-bêta, qui lui, semble-t-il, eh bien, a des propriétés plutôt antiprolifératives. Alors je pense qu'en fait, ceci résulte d'un mécanisme d'interaction entre les deux récepteurs alpha et bêta. Comme vous l'avez vu, les récepteurs dont j'ai parlé depuis le début se dimérisent. Alors le récepteur alpha peut se dimériser avec lui-même, mais il peut se dimériser avec le bêta. Et comme le bêta est moins puissant que l'alpha, on va dire, pour simplifier les choses, il est possible que des hétérodimères alpha-bêta aient des effets qui bloquent, grosso modo, ou ralentissent en tout cas l'effet du alpha. Il est également connu qu'il y a des effets d'hyperméthylation identifiés de R-bêta au niveau du promoteur qui bloquent son expression, et du coup cet effet est pro-prolifératif pour la cellule bêta. Pour la cellule, pardon, bêta, c'est contraire, pour la cellule prostatique. Alors, autre mécanisme connu d'apparition du cancer de la prostate, et je n'ai pas encore parlé d'organochloré ici, je mets juste en place les bases des mécanismes liant, conduisant au cancer de la prostate. Sont connus également des phénomènes de stress oxydant, ça c'est assez classique, et un blocage de l'apoptose, et ça aussi c'est assez classique. Par contre, voilà, peut-être un peu moins classique, mais comme relativement classique, on sait que l'inflammation semble jouer des rôles, notamment certaines cytokines dans le cancer de la prostate, comme l'interleukine 6, qui fonctionne de la manière suivante. C'est une protéine qui est bien sûr sécrétée dans, on va dire, les fluides extracellulaires, le sang, la lymphe, et qui va agir par le biais d'un récepteur qui, lui, n'est pas un récepteur nucléaire ni cytoplasmique, mais un récepteur membranaire. Et cette interleukine 6, par le biais de la voie JAK-STAT, eh bien, va stimuler l'expression d'un grand nombre d'autres protéines. Vous avez par exemple ici CEMIC, qui est un proto-oncogène bien connu. Alors, il y a d'autres pistes envisagées, plus récentes et encore plus innovantes. Le rôle de l'infection bactérienne qui déclenche potentiellement une inflammation, d'accord ? Le rôle du microbiote vésical, d'accord ? Il y a un microbiote vésical qui pourrait évidemment influencer ces mécanismes inflammatoires.
Et puis, plus généralement, le rôle du micro-environnement, et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'il y avait un vrai manque à combler sur le travail et la mise en place de travaux sur des cultures 3D ou des systèmes de co-culture. Alors, quel rôle pour les organochlorés? On arrive à cette partie. Alors, ce qui est connu, alors, quelle est cette molécule? On va voir si vous avez suivi le premier topo. Alors, c'est marqué en dessous. Hein, d'accord? Le bêta-HCH. Comment? Alors, ce bêta-HCH est connu pour activer la voie stade 3. Et stade 3, je ne sais pas si vous vous souvenez. Stade, ici, c'est la voie de l'interleukine 6, par exemple. D'accord? À des concentrations relativement élevées sur le modèle NNCAP. Donc, un modèle in vitro, c'est intéressant, ça ne veut pas dire qu'il y a un lien de causalité absolu, parce que ça n'est qu'une lignée, mais dans le cadre de la gravité, si on considère la gravité du cancer de la prostate en lien avec l'apparition de formes agressives, si on travaille sur une lignée cellulaire qui est déjà cancéreuse et que cette lignée devient plus agressive encore, peut-être que c'est un mécanisme intéressant à creuser. Le lindane, donc le lindane, vous vous souvenez que c'est quel isoforme du HCH? Le gamma, voilà. Et il y en a qui suivent bien. Donc il est connu comme étant génotoxique in vitro et il interfère avec la signalisation androgénique à très faible dose. Il y a la majorité des études néanmoins qui sont réalisées sur ces deux composés, le DDE et le DDT, et on voit qu'ils sont assez différents. Alors pour rappel, le DDT en bas, c'est le dichlorodiphényltrichloroéthane, et le DDE, son métabolite, hein, après la perte de ce HCl, c'est le dichlorodiphényltrichloroéthylène. Hein, on voit bien ici cette double liaison qui est formée par la perte d'une chlore. Okay. La majorité des études sont réalisées sur ces deux composés et Luc l'a rappelé, il y a cette étude qu'il a menée avec une étudiante brillante, je me souviens plus de son prénom, c'était Élise Enville, voilà, à cause du E, j'étais un peu... qui montre qu'il y a effectivement un lien entre le niveau de DDE et l'apparition du cancer de la prostate. Il y a d'autres études, l'étude de Kumar, qui montrent qu'il y a un niveau, les niveaux de bêta-HCG, gamma-HCG et DDE, qui sont aussi en lien avec le cancer de la prostate. Je ne suis pas le mieux placé pour parler de ces études d'expologie, parce que Luc le fait très bien, et le fait surtout très très en détail. Et heureusement, on relit nos textes les uns avec les autres. Alors, point intéressant, que je pense aborder pour vous, on sait que pour un certain nombre de ces molécules, même s'il y a une différence avec, pour les oestrogènes, DDE et DDT, on a vu qu'il y en avait un qui était anti-œstrogénique et l'autre pro-œstrogénique. Là, pour les androgènes, le mécanisme suspecté, c'est un mécanisme anti-androgénique. Alors ça pourrait être un paradoxe, parce que si on se dit anti-androgène, blocage du récepteur aux androgènes, blocage de la prolifération, on n'imagine pas qu'il y a un cancer de la prostate derrière. Voilà. Or, une étude de Wong montre que le DDT et le DDE eh bien, abaissent les niveaux de PSA, ce qui est tout à fait normal, puisque c'est un effet anti-androgénique. Et il le montre sur deux lignées. Et du coup, on pourrait poser la question, et Luc l'avait rappelé lorsqu'il avait relu nos épreuves, d'infodiagnostic potentiel. D'accord? Deuxièmement, lorsque vous exposez des cellules tumorales à des composés anti-androgéniques, donc vous avez un effet anti-androgénique, vous avez un effet qui est un peu similaire à ce qu'on aurait si on considérait la cellule comme AR, androgène récepteur moins, eh bien, potentiellement, vous pourriez avoir une sélection de tumeurs qui sont capables de résister à l'effet d'un anti-androgène, comme si on utilisait l'anti-androgène comme agent chimiothérapeutique. D'accord ? Donc on a parfois cette apparition de tumeurs chimiorésistantes lorsqu'on traite avec des anti-œstrogènes, des tumeurs de cancer du sein. Si on expose à des xénobiotiques anti-androgéniques, on pourrait avoir le même type d'effet, une sélection de tumeurs qui vont ne plus utiliser le récepteur aux androgènes pour proliférer. D'accord ? Donc, lorsque l'on parle d'effet anti-androgénique du DDE et du DDT, oui, on pourrait imaginer qu'il y a un effet anti-prolifératif sur des aspects relativement précoces, mais ne pas oublier qu'il pourrait y avoir des mécanismes sur le long terme entre diagnostic et sélection de tumeurs récepteurs aux androgènes indépendants qui sont donc intéressantes à considérer. Il y a ces études également, cette étude de chat qui montre qu'il y a un effet différentiel des organochlorés, des DE et des DT, sur le récepteur aux androgènes et ses variants. Un effet anti-androgénique sur le récepteur normal, mais peut-être un effet agoniste sur le variant numéro 7 dont je parlais préalablement, qui s'exprime dans des cellules tumorales plus avancées.
Parce que qu'est-ce qui va nous intéresser dans le cancer de la prostate? C'est bien sûr ces formes plus agressives. Et puis il y a un autre mécanisme suspecté, c'est l'activation des MAP kinases. Pour ce qui est du chlordécone, dont vous avez sûrement déjà entendu parler, je fais toujours cette blague à lui parce que voilà, c'est quand même sa grande marotte. Il est suspecté d'avoir une activité androgénique sur la lignée PC3. Alors ce chlordécone, tu n'as pas pu me présenter la structure, mais la voici. Là, vous retrouvez cette fonction cétone, qui est donc la fonction qui est réduite au cours du métabolisme et qui est réoxydée avec le cycle entérohépatique. Il a été étudié sous plusieurs angles. Dans la cancérogénèse, traditionnellement, mécanistiquement, on considère trois phases. La phase d'initiation, on forme des mutants, on accumule des mutations, on a une cellule qui exprime des formes proto-oncogéniques. On a la phase de promotion. La phase de promotion, c'est quand le clone tumoral va être entre guillemets promu et va se proliférer très facilement et former donc une tumeur massive. Et puis on a la phase de progression dont on parle malheureusement assez peu, qui est la phase de formation des métastases ou de tumeurs envahissantes. Et bien lorsqu'on considère le chlordécone, il y a quand même beaucoup d'études in vivo et in vitro qui montrent qu'il n'est pas réellement mutagène et qu'il n'est pas réellement génotoxique. Donc il n'y a probablement pas un effet initiateur. Par contre, et Luc l'a rappelé dans une de ses dernières diapos, c'est les mêmes mécanismes. On sait qu'il est capable d'inhiber des communications cellulaires, de bloquer des jonctions adhérentes, ce qui peut permettre à la cellule de s'évader de son environnement naturel et d'aller agresser potentiellement d'autres endroits. Il est capable d'activer le PXR dont on a parlé tout à l'heure, souvenez-vous, c'est un récepteur de xénobiotiques. Il est capable d'activer l'expression de cibles de la famille 3 et de cibles de la famille 2. Et ça, c'est pas négligeable, parce que si vous traitez quelqu'un avec des agents chimiothérapeutiques qui sont reconnus par ces cytochromes, et si ces cytochromes s'expriment déjà dans la cellule, vous pouvez avoir aussi une résistance chimiothérapeutique qui s'opère. Il est également connu, et ça il y a pas mal de données là-dessus, qu'il augmente la fuite du calcium intracellulaire. Alors ça ne veut pas dire que le calcium sort de la cellule. Ça veut dire qu'au lieu d'être réparti de manière classique dans la cellule, il va s'accumuler certes à l'extérieur, mais aussi dans le noyau et dans la mitochondrie, avec potentiellement une dérégulation des fonctions mitochondriales, notamment des ATPases, et ça c'est ce qu'on appelle classiquement potentiellement un effet Warburg. Alors je ne rentre pas trop dans le détail ici, mais qui pourrait conduire à une forme plus agressive de tumeur. On a également cette protéine kinase évoquée par Luc, qui est la protéine kinase C. Pourquoi? Parce que c'est la protéine kinase du calcium, on va dire, qui est activée par le calcium. Et on sait que cette PKC, elle est capable d'augmenter l'expression de l'ornithine décarboxylase, qui est une enzyme qui permet la production de polyamines, qui vont se lier à l'ADN. Vous savez que l'ADN s'est chargé négativement ou positivement? Négativement. Et les polyamines sont chargées positivement. Donc ces polyamines viennent se fixer à l'ADN et le protègent. Et donc, en l'occurrence, ça garantit une qualité de réplication et une qualité de la transcription. Si vous avez une augmentation de la production des polyamines, vous pouvez avoir une dérégulation de ces phénomènes. Et puis la PKC stimule des phénomènes de prolifération. Enfin, potentiellement, le chlordécone pourrait activer des voies œstrogéniques, génomiques et non génomiques. Et donc, grosso modo, quand on rassemble tout ça, on peut avoir typiquement un effet suspecté promoteur de cette chlordécone et non pas initiateur. Il y a également des interactions gène-environnement. Vous savez que lorsqu'on fait de l'environnement, comme l'a dit Luc tout à l'heure, on n'a pas nécessairement des augmentations des odds ratios qui sont énormes, mais il est important à considérer du coup le fait que la population est hétérogène et que certaines personnes possèdent des variantes génétiques différentes d'autres personnes. Il a été montré qu'il y avait un odds ratio augmenté de 3,67 fois chez des personnes porteurs d'un variant génétique appelé TET2, 10-11 translocation 2, c'est une méthylcytosine dioxygénase qui permet notamment la formation d'hydroxyméthylcétosine et notamment par exemple par l'impression d'interleukine 6. Donc ça c'est assez intéressant parce que ces variants associés à l'utilisation d'aldrine conduisent à un risque augmenté de cancer de la prostate de 3,67 fois. Donc c'est pas rien. En conclusion, parce que je crois qu'il me reste une ou deux diapos, donc on a à peu près respecté le timing, il y a de nombreux mécanismes potentiels favorisant le cancer de la prostate, impliquant le récepteur aux androgènes, ces variants, impliquant le récepteur aux œstrogènes, impliquant bien sûr l'inflammation potentiellement avec cette voie stade 3 de l'interleukine 6. On sait que le micro-environnement tumoral va jouer un rôle très important. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'adipocytes dans la prostate,
Mais on peut aussi, voilà, contrairement au cancer au sein, qui lui est très très riche en adipocytes, donc ce micro-environnement est probablement à considérer. Il y a un impact des pesticides sur le trafic endosomal qui est sûrement à étudier avec la production notamment d'ARN impliqué dans la progression tumorale et potentiellement la formation de niches osseuses métastatiques. Les organogorées, vous l'avez vu, ont un rôle qui est relativement complexe. Si on prend le chlordécone, un effet promoteur. Si on prend le DDE, le DDT, des mécanismes anti-androgéniques qu'il faut bien sûr relativiser, ne pas considérer que ça va être anti-cancer de la prostate, mais à considérer au moment du diagnostic par rapport au PSA et également à considérer, comme on l'a vu préalablement ici, avec la sélection de tumeurs indépendantes. Les interactions gènes-environnement sont intéressantes à creuser, vu le niveau de risque augmenté ici qui a été indiqué. Mais attention également donc, à bien considérer cette notion d'antagonisme à cause de la sélection tumorale. Conclusion générale sur les polluants de manière générale et les organochlorés plus en particulier. On sait qu'il y a un lien entre polluants environnementaux et maladies métaboliques. Les liens, en l'occurrence avec les maladies métaboliques, sont intéressants à mettre en parallèle à ceux liés à l'apparition des cancers. Il y a une vraie question qui se pose dans mon master de toxicologie. On évoque souvent avec des personnes venant des sciences sociales la question, par exemple en Guadeloupe, de la contamination des sols au chlordécone. Quel est le réflexe qu'on peut avoir? Si les légumes racines, si les produits d'agriculture sont contaminés, est-ce qu'on ne les vend plus? Et si on ne les vend plus, quelles sont les conséquences sur les populations qui voilà, sont au chômage? Qu'est-ce que ça crée en termes de conséquences, en termes on le sait très bien actuellement avec les gilets jaunes, en termes de révolte sociale. Voilà. Il y a tout un tas de questions qui sont liées donc, à ces notions de toxicologie que les experts prennent en compte, mais c'est surtout le décideur politique qui va être obligé, de prendre en compte, et bien d'intégrer toutes ces notions. Science, économie, sociale, et toutes ces questions sont donc intriquées. Et donc pour terminer, quelques perspectives de travail. Il me semble intéressant de travailler sur le lien organochloré-inflammation, avec des modèles cellulaires innovants impliquant des cellules inflammatoires, pour voir si celles-ci provoquent l'apparition de tumeurs plus agressives. Creuser le lien avec le microbiote, creuser également l'importance des contextes, par exemple l'importance des régimes riches en graisse, ce qu'on a fait nous par exemple sur la fibrose et la stéatose hépatique, en lien avec l'exposition à la dioxine, et puis creuser le rôle du relargage des organochlorés par le tissu adipeux, puisque certains d'entre eux s'accumulent dans celui-ci. Je voudrais remercier mon équipe de recherche, l'équipe de l'INSERM MRS 1124, l'équipe numéro 1 Métatox, métabolisme, toxicologie. Nos financeurs assez nombreux, j'aurais dû rajouter l'Europe, parce qu'on a de plus en plus de contrats européens sur ces thématiques. Toute l'équipe de l'expertise collective, dont Luc, l'Université Paris-Descartes qui m'emploie, et puis bien sûr pour l'organisation, l'Académie nationale de médecine. Merci également pour votre attention. Merci à vous. Merci beaucoup. Je vous propose, je pense qu'on a le temps de quelques questions. Alain Rand. In fine, il n'y a pas le feu dans la boutique. Oui. Alors, il n'y a pas le feu dans la boutique, plus précisément. Il y a quand même un certain nombre de liens. Alors, il y a quand même sur un certain nombre de notions, voilà, des questions qui se posent. On a vu que c'était hétérogène. Je pense que ce qu'il faut considérer, c'est les molécules de manière individuelle. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même pas mal d'études qui sont faites maintenant in vitro et in vivo sur ces molécules individuellement et qui permettent, entre guillemets, d'avoir une idée, en tout cas, de leur effet potentiellement cancérogène. Après, ce qu'il faut voir, c'est que ils sont plus utilisés en Europe, même s'il y a encore quelques résidus, etc. Par contre, la question doit être abordée de manière globale par rapport à toute la population, les produits qui sont importés. Et, voilà. Néanmoins, néanmoins, si j'ai bien compris, pour moi, quand j'ai commencé à travailler sur le sujet, je m'étais dit, si on cible sur les organochlorés, on va avoir une cible physiopathologique relativement restreinte. C'était une erreur magistrale. Ah non, mais il y a beaucoup potentiellement de... Et puis quand on dit dérégulation métabolique, je n'ai pas parlé ici de pathologie neurodégénérative non plus. Pas abordé On a vu que le chlordécone s'accumulait dans le cerveau, par exemple. Voilà. Dans les cerveaux de personnes qui sont parkinsoniens,
on détecte des niveaux d'organochlorés qui sont beaucoup plus importants. Plus importants que... J'avais trouvé vraiment intéressant effectivement la question tout à l'heure sur la relation obésité, exposition au POP par rapport au diabète de type 2. Incroyable. Alors il y a le côté des dérégulations épigénomiques des récepteurs, peut-être à les regarder, parce qu'il y a beaucoup de travail, notamment sur les circuits, mais sans aller jusque-là, moi ma question c'était si on stratifie et qu'on regarde par rapport aux modèles animaux, est-ce que tu pourrais nous donner des indications sur ceux qui seraient les meilleurs candidats? Les organochlorés qui seraient les plus en lien avec les pathologies métaboliques. Alors, je pense que le DDE est clairement une cible majeure. Je ne sais pas si Luc, toi, tu n'as pas fait de travaux sur animaux, mais bon, tu as quand même suivi un petit peu la littérature. Voilà. DDT, je ne suis pas complètement sûr, même si on a vu que voilà, il y avait un potentiel. Voilà. Je n'irai pas encore me prononcer parce qu'on n'a pas complètement finalisé l'expertise là-dessus, mais clairement le DDE pour moi c'est quelque chose qui ressort comme étant, et donc c'est pas le DDT, donc c'est pas la molécule utilisée initialement, mais comme potentiellement problématique. Oui, d'accord. Merci. Oui. Vous voulez le micro? Non, ça va. En tant qu'endocrinologue et cancérologue, je trouve tout à fait passionnant vos propos. Donc c'est vrai qu'il y a un vrai paradoxe avec la chlordécone. Vous dites que ça se lie au récepteur des oestrogènes, ça stimule l'action des oestrogènes. Oui. Le traitement hormonal traditionnel du cancer de la prostate, Higgins, ce sont les oestrogènes. Oui. Et c'est vrai que dans le cadre des cancers